On va voir un peu ce qui se passe avec les guerres commerciales des États-Unis, de la Chine. Qu'est-ce que Donald Trump fait? On va aussi un peu parler de la BCE plus particulièrement. Et après, on pourra naviguer sur les autres banques centrales pour voir un peu ce qu'ils font et où est-ce que potentiellement nos actifs peuvent aller durant toute cette semaine. Alors, n'oubliez pas que tout ce qu'on va voir ici, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est à titre pédagogique et éducatif. Vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Négociez avec de l'argent que vous êtes prêt à mettre sur les marchés, tout simplement. On a déjà fait l'épisode 1 ensemble où on a vu pas mal de choses avec justement la guerre commerciale que Donald Trump a essayé de mettre avec tous les pays du monde, sauf qu'il a rétro-pédalé actuellement, donc on va voir ça un peu. Mais durant l'épisode 1, on a vu qu'il a voulu mettre des tarifs douaniers excessifs. On a vu c'était quoi son plan. J'ai fait une belle vidéo sur ça qui est sur YouTube. On a vu c'était quoi son plan. Donc, pour qu'un actif bouge, pour que Ethereum quitte 1600, 1650 et qu'il aille à 2000, qu'il aille à 2500, il faut un narratif, il faut une rhétorique, une histoire qui l'accompagne. Donc, lorsque vous faites votre trading, c'est pour ça que là, on va parler d'analyse fondamentale, de macroéconomie et de tous ces facteurs. Et à repositionner les États-Unis dans une échelle mondiale. Mais cette approche a eu des conséquences. On a eu des marchés financiers qui se sont effondrés. Bon, après, les indices boursiers commençaient déjà à s'effondrer avant que Donald Trump parle de tarifs douaniers. Donc, le marché anticipait déjà. Donc, le marché anticipait déjà que Donald Trump allait justement mettre en place des tarifs douaniers, d'où le fait qu'on a eu des indices boursiers, par exemple le SP500 qui a perdu plus de 20%, exogène juste à l'analyse technique. Qu'est-ce qui pousse le prix à la hausse? Qu'est-ce qui va permettre que le prix va aller à la hausse? On va voir ça ensemble. Mais n'oubliez pas ça, pour qu'un actif puisse créer un marché haussier, pour qu'un actif puisse créer un marché baissier, il faut absolument un market mover, une histoire. Il faut quelque chose pour que le marché puisse faire 20% de hausse. Il faut une histoire pour que le marché puisse faire 30% de hausse. Il faut une histoire pour que le marché puisse faire 5% de hausse en une journée. Il faut réellement une histoire pour créer une tendance. Certes, en termes de prix, tu vois pourquoi le marché va se déplacer d'un prix A à un prix B, mais il faut une histoire. Pourquoi je vais quitter chez moi pour aller jusqu'à la salle de sport? Parce que j'ai envie d'aller à la salle de sport pour maigrir, pour me sentir en forme, pour être bien, etc. C'est pareil sur les marchés financiers. Pourquoi votre actif va quitter une valeur A vers une valeur B? Techniquement parlant, oui, c'est visible. Oui, le marché va y aller, mais il faut que ce soit accompagné par une histoire, une rhétorique. Et donc, on va voir les différents types d'histoires qu'il y a aujourd'hui sur les marchés. Premièrement, l'anticipation des taux. Le marché aujourd'hui anticipe que la Fed, donc les États-Unis, vont baisser leur taux d'intérêt. On anticipe que le Japon est plutôt dans une politique monétaire qui est, on dirait, hawkish, dans le fait d'augmenter les taux d'intérêt, que NZD va baisser les taux d'intérêt, que l'euro va baisser, l'Australie aussi, enfin, que la majorité des banques centrales vont baisser les taux d'intérêt, sauf le Japon. Maintenant, la question, c'est de quelle ampleur ils vont baisser leurs taux? Est-ce qu'ils vont baisser leurs taux d'intérêt de manière agressive? Est-ce qu'ils vont Est-ce que le Japon va augmenter ses taux d'intérêt de manière agressive ou est-ce que le Japon va garder ses taux d'intérêt comme tels et qui va les augmenter petit à petit? Non. C'est pour ça justement qu'on scrute tous les datas économiques pour voir l'amplitude de la hausse ou l'amplitude de la baisse de taux d'intérêt. Une politique commerciale, pardon, agressive. Donc, dès le début de son mandat, Donald Trump a mis en place une politique commerciale protectionniste. C'est un peu tout ce que je vous ai expliqué durant cette magnifique vidéo que j'ai fait. Hein. N'hésitez pas à le revoir, à le consommer une, deux, trois, quatre, cinq fois. C'est très important. Ça va vous permettre de vous imprégner de la rhétorique qu'on a actuellement. Donc, des droits de douane massifs ont été imposés, 34% pardon, des importations pour la Chine, 25% pour l'Union européenne. Cette stratégie visait à protéger l'industrie américaine. Lorsque SP500 perd 20%, c'est là qu'on considère ça comme un marché, qu'on est rentré vraiment dans un marché baissier. On a eu des rendements 10 ans qui ont d'abord chuté, mais actuellement, ils sont en train de grimper de 10 ans américains. Donc, en réalité, il n'a pas fait grand-chose. Rappelez-vous de la vidéo précédente, encore une fois, que j'ai fait, qui était sur le plan de Donald Trump, qui était de faire baisser les marchés, que les obligations, que surtout le point qui l'intéressait vraiment, c'était la baisse du marché obligataire. Et là, on constate que si vous regardez vos graphiques sur tous les rendements 10 ans, on aura le temps d'y aller tout à l'heure dessus. En tout cas, pour ceux qui sont avec moi en live. On aura le temps d'y aller dessus tout à l'heure. Mais là, en tout cas, vous allez constater que les rendements à 10 ans, ils sont en train d'augmenter. Donc, Donald Trump
a fait un rétro-pédalage. Euh, il était venu pour nous dire que oui, la Chine, je vous taxe à 35, l'Europe 25, le Cambodge 49, etc. Mais en fait, il a rétro-pédalé, il a instauré un tarif unique pour tout le monde de 10%. Mais par contre, je maintiens des tarifs très élevés contre la Chine qui sont désormais à, j'ai mis 125, mais je crois, il me semble que c'est 145. Mais bon. Et il a mis un délai de 90 jours pour un peu accorder une accalmie, un répit pour la majorité des pays. Et il continue du coup à avoir des pourparlers avec le Japon, par exemple. Ensuite, l'inflation et les anticipations d'inflation. Donc, on a eu la semaine dernière la sortie des données sur l'inflation. La semaine dernière, non, c'était la semaine dernière. La sortie des données sur l'inflation, on voit que l'inflation baisse. Tant mieux pour la Fed, hein. Mais on a eu aussi des anticipations d'inflation. Par contre, on voit que les anticipations d'inflation sont pricées à la hausse. Euh, le marché s'attend à ce que l'inflation revienne. Après, c'est logique et c'est normal parce que qui dit tarif douanier dit que ben, le coût des matériaux va augmenter. Le coût d'une voiture, par exemple, va augmenter. 25% de tarifs douaniers sur les voitures, sur l'automobile. Bah, une voiture qui vient de Chine, une voiture qui vient d'Europe, euh, lorsque moi, américain, je vais aller acheter ça, il y aura 25% de plus. Donc, c'est normal que l'inflation, si Donald Trump, attention, j'ai bien dit si, et c'est très important le si Donald Trump garde ses tarifs douaniers à ce niveau-là ou garde euh, cet environnement hyper restrictif, cet environnement où je suis contre tout le monde, je tire sur tout, oh, toi, t'es pas con, je suis pas d'accord avec toi, 25% de hausse de taxes. S'il garde cette perspective-là, c'est très inflationniste. C'est très inflationniste pour les Américains. Et donc j'ai bien dit si, hein. Par contre, à l'inverse, s'il se calme, par exemple, 25% de tarifs douaniers sur l'automobile, il baisse. Là, par contre, c'est moins inflationniste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les anticipations de l'inflation à l'instant T, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, mois d'avril, mois de mai, est à la hausse. Par contre, l'inflation, on a vu qu'elle a baissé, mais bon, je ne pense pas que la Banque centrale va crier Hurrah victoire à, à juste une donnée d'inflation qui est plus faible que le consensus. Donc 2,6 ou 8, je ne sais plus combien c'est sorti. Politique monétaire sous contrainte. Donc pour elle, il est pieds et mains liés actuellement. Parce qu'on a l'augmentation des rendements obligataires. Ça limite la capacité de la Réserve fédérale à intervenir. Même si on a le marché qui anticipe 3-4 baisses de taux d'intérêt au second semestre, ça montre qu'on a une crainte que l'économie mondiale va, je ne vais pas dire s'effondrer, mais va ralentir. Qu'on aura un ralentissement économique, d'où le fait qu'on anticipe que la Fed va baisser ses taux d'intérêt 3-4 fois, ce qui arrange aussi Donald Trump. Mais si on a une inflation qui est là, comme je disais durant la vidéo que je vous ai postée sur YouTube, la dernière vidéo que je vous ai postée, si on a l'inflation qui revient quand même le mois prochain, le mois suivant, etc., on a une inflation qui est toujours là, qui passe même, il y a des économistes qui s'attendent à ce que l'inflation, durant le second semestre, revienne à 4%. C'est des mots de tête pour Jérôme Powell. Donc, baisser les taux d'intérêt pour, comme on l'avait vu du coup dans la vidéo, baisser les taux d'intérêt pour soutenir l'économie, qu'on ait un ralentissement moins accru de l'économie, oui, d'accord, c'est cool. Mais le fait de faire ça, augmentation de l'inflation. Il est un peu entre deux chaises actuellement, notre ami Jérôme Powell. J'aimerais pas être à sa place. Mais bon. Donc la montée de l'inflation freine cette possibilité de baisser les taux d'intérêt 3-4 fois. Même si aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, au mois d'avril, on est le 13 ou 14 avril, 13, on anticipe 3-4 baisses de taux d'intérêt pour le second semestre. Deuxième partie de l'année, septembre, octobre, novembre, que chaque politique monétaire à partir de ce moment-là, que la Fed baisse ses taux d'intérêt sur chaque réunion. D'où le fait que certains peuvent nous parler de bull run fin d'année ici. Mais dans ce cas-là, encore une fois, pour quelle raison tu vas baisser les taux d'intérêt? On veut une baisse de taux d'intérêt simple pour pouvoir avoir un bull run. Pour pouvoir, enfin, sur les crypto-monnaies, je parle, sur les altcoins, etc. Une alt season, fin d'année, ouais, les amis. D'accord. Mais si la baisse de taux d'intérêt est due à un ralentissement économique, voire même à une récession, je ne sais pas si ce scénario de alt season, bull run sera envisageable. Par contre, si on a 3-4 baisses de taux d'intérêt de manière saine, que l'inflation a baissé, la croissance économique, bon, l'économie a ralenti, mais
ça va. On est par exemple à 1% de PIB ou, je sais pas, 0,75 de PIB, 0,75 de PIB. On n'est pas dans récession. Ça, c'est structurel, c'est sain. Là, on pourra avoir trois, quatre baisses de taux d'intérêt de manière saine. Et là, du coup, oui, c'est vraiment un soutien économique, c'est vraiment booster l'économie. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, ok, d'accord, all season, tout ce que vous voulez, bull run, etc. Mais pour le moment, vu qu'on a des craintes de ralentissement économique à voir. En sachant que c'est au mois de fin d'avril qu'on aura déjà la première donnée sur le PIB du premier trimestre, donc ça c'est très important à regarder. Rappelez-vous, il faut vraiment qu'on puisse se rappeler des attentes de la Fed. Dernière projection macroéconomique de la Fed qui s'attend à ce que le PIB soit 1,7, que le chômage augmente à 4,4, que bon, l'inflation augmente un peu, mais qui l'augmente, mais qui reste à 2,7. Là, l'inflation baisse, il me semble. Enfin, baisse, pas il me semble, c'est le cas, il baisse, que le PIB, le PCE, pardon, soit à 2,8, et du coup, la Fed baissera ses taux d'intérêt deux fois cette année. C'était leur projection. Donc, trois fois, c'est encore ancré dans leur projection. Quatre fois, c'est au-delà de leur projection. Pour qu'ils baissent les taux d'intérêt quatre fois, il faut une histoire. Euh, tout ça, ça a un impact sur les consommateurs américains. Donc, les ménages américains sont confrontés à trois problèmes majeurs. Un, le pouvoir d'achat en baisse. Les tarifs douaniers augmentent les prix à la consommation des voitures, par exemple. Donc, ça réduit la capacité à un foyer d'acheter une voiture. Pouvoir d'achat en baisse. Les inquiétudes sur l'emploi, donc les réductions de dépenses publiques. Donc, rappelez-vous de ce qu'on a vu avec Elon Musk. Provoquent des tensions sur les marchés du travail, mettent en péril certains droits sociaux. Et la troisième des choses qui est important, l'appauvrissement général. Donc la chute des marchés boursiers et obligataires a réduit la valeur des portefeuilles d'investisseurs et de l'épargne, affectant directement les richesses des ménages. Ces trois points-là, donc, par exemple, quand je parle de pouvoir d'achat en baisse, tu sais qu'il y a un indicateur économique qui est là pour ça, hein, PCE, qu'il faut regarder. Quand je parle d'inquiétude sur l'emploi, tu sais qu'il y a des indicateurs économiques qui sont là. Donc, il faut vraiment les surveiller, ces indicateurs économiques. Lorsque je parle d'appauvrissement général, il suffit de regarder les marchés financiers. Donc, si on a ces choses-là, baisse du pouvoir d'achat, inquiétude sur l'emploi, etc., tu sais comment la Banque centrale va agir, va réagir. Ok. Il y a quelque chose qui est important que j'ai voulu souligner, c'est la perception de la population. Et même, bon, on trouve que Donald Trump fait du mauvais travail, les Américains, etc. C'est, moi, je pars même au-delà de ça. Aujourd'hui, on parle que, enfin, j'ai vu ça, quelques économistes parlent de ça. Ils parlent de quoi? Du fait que, attention, les mouvements qu'on voit sur les marchés actuellement est dû à une grande manipulation de Donald Trump et dû à, je sais plus comment on appelle ça, tac, 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 tac. Et dû à un délit d'initié qu'on n'a jamais vu depuis la nuit des temps, etc., que c'est à ciel ouvert le délit d'initié. Donc, j'ai voulu vraiment souligner ça. Attention aux grands mouvements du marché. Ne soyez pas très, comment je pourrais dire ça, impacté par ça. Que SP500 fait, il a fait par exemple 5% en une journée, c'est incroyable. Ou même 10% en une journée, le NAS, c'est incroyable. Mais prenez du recul, augmentez l'unité de temps et regardez les grandes unités de temps. En réalité, même s'il fait 5% de hausse en une journée, très bien. Mais quand je me mets en mon slim raconte que, oh, attention, on a eu le top. Ok, donc faites juste attention à ça. Je dis pas qu'on a eu le top. Je dis que, ce que moi je dis, prenez du recul. Prenez vraiment du recul sur les variations que vous pouvez voir en une minute, en une heure, pardon, en H4, en M15. Prenez du recul sur ces variations-là. Plafond de la dette, ça reste un sujet critique qui pourra impacter la décision future de la Fed. Un blocage, euh, un blocage sur cette question pourrait avoir des répercussions sur la stabilité économique, les rendements obligataires, la politique monétaire. Donc, le plafond de la dette, là, on n'en parle pas encore, hein, mais c'est quelque chose qui pourra revenir et pourra en parler. Donc, voilà concernant le dollar. Si je devais donner une direction, enfin, tout ça, les niveaux, je mettrais ça sur le Discord, les niveaux qui m'intéressent, etc. J'ai même fait un grand backtesting que j'ai eu du mal à vous le partager parce que la vidéo, elle était trop volumineuse.
Discord ne veut pas, donc je la mettrai sur YouTube. Et ensuite, je vous partagerai le lien de cette vidéo, de ce backtesting que j'ai fait sur DXY. Et je vous partagerai tous mes niveaux sur le Discord DXY, EURUSD, etc. Fondamentalement parlant, il n'y a pas de grande data pour les États-Unis cette semaine, à part des ventes au détail. Mais ce qu'il faut réellement retenir pour les États-Unis, encore une fois, tarifs douaniers de Donald Trump. C'est vraiment cette partie-là, la même histoire. Donc, on a eu l'épisode 2, hein. L'épisode 2 qui rétropédale, 10% pour tout le monde. Il a un seul ennemi, c'est la Chine. Ok, ça, c'est l'épisode 2. Les marchés financiers, comment ils ont réagi à ça, ce rétropédalage? Ils ont explosé à la hausse. 10% en une journée. Tu as eu Bitcoin qui est reparti à la hausse. Tu as eu un Bitcoin qui est reparti à la hausse. Donc, c'est très cool, hein. Mais c'est juste l'épisode 2. Ok, c'est juste le début. Ça va durer 4 ans, tout ça. Donc, ne soyez pas. En fait, vous devez vraiment aborder, on en parlera toute cette semaine, vous devez vraiment aborder cette vision où ne soyez pas hyper bullish sur un actif, ne soyez pas hyper bearish sur un actif. Essayez d'être le plus neutre possible. Et surtout, dès que vous avez des profits à prendre, prenez-les. C'est très, très, très important. On ne devient pas pauvre en se payant. Sur les marchés financiers, vous ne deviendrez jamais pauvre en vous payant. On va parler maintenant un peu de la BCE. Donc, un contexte idéal pour une reprise d'assouplissement monétaire. On va parler un peu de la BCE. Donc, la guerre commerciale qu'on a actuellement, que Donald Trump tire sur tout le monde, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'Union européenne. Donc, alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, l'Union européenne adopte une posture plus modérée. Donc, malgré la récente hausse des tarifs douaniers décidée par l'administration américaine, l'Union européenne n'a pas répondu par des mesures de rétorsion. Là où la Chine a directement riposté, ok, tu me mets 35% de tarifs douaniers, 34%, je t'en mets 30. Ok, d'accord, je t'en mets 100. Bah, moi, je t'en mets 150. Moi, je t'en mets 200. Moi, je t'en mets 200. Ouah. L'Union européenne, elle a décidé de ne pas faire ça, d'être très calme. Donc, pour éviter l'escalade, justement. Donc, conséquence, moins de risques de choc inflationniste à court terme pour la zone euro. Un climat plus stable, surtout le fait que Trump a rétropédalé, il passe à 10%. Donc, un climat plus stable pour le commerce international et les chaînes de valeur européennes. Concernant la Banque centrale, donc la Banque centrale pourrait terminer son cycle de baisse de taux d'intérêt avec un taux terminal autour de 1,75, ce qui placerait la politique monétaire en territoire légèrement accommodante. Rappelez-vous, le taux terminal, c'est l'inflation moins les taux d'intérêt actuels. Donc certains ajustements du marché laissent même entrevoir des taux proches de 1,5% à court terme, sous l'effet des publications économiques, de se vendre et d'un contexte macroéconomique fragile. Si on enlève tout ce qui est tarif douanier, l'euro normalement est fragile. Si on enlève tout ce qui est tarif douanier, Donald Trump, tout ce qu'il a fait, l'euro normalement ne pas. Euro USD par exemple n'est pas censé être là où il est. Euro USD est là où il est parce que le dollar est faible. C'est pas parce que l'euro est fort. Et la force que l'euro a aujourd'hui, c'est parce que justement, on a des tarifs douaniers, etc. Et que l'Europe, du coup, se tient comme une belle alternative par rapport aux États-Unis. C'est une très belle alternative pour pallier à toute cette toxicité américaine. Donc c'est pour ça que l'euro est fort, euro GBP est fort actuellement. Enfin, je vous avais écrit ça de toute façon la semaine dernière euh, dans la feuille de route que j'avais écrit sur le Discord. Mais sinon, l'Union européenne, l'euro en elle-même, bah, t'as l'Allemagne qui est en PLS, stagnation économique, manufacturé, le secteur manufacturé allemand, même industriel, c'est compliqué. L'Allemagne, elle est au ralenti. On essaie d'avoir des relances budgétaires, mais c'est assez timide. On a eu des élections, mais le nouveau chancelier, il est assez enfin, même s'il veut faire, il fait beaucoup de choses, il parle beaucoup, il veut se battre, etc. Mais c'est timide. C'est très, très timide. C'est extrêmement timide. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'euro est fort, c'est vraiment le fait que les Américains prennent la tête à tout le monde. Donc, on peut choisir, c'est ce que le marché price, c'est qu'on peut choisir d'aller en Europe, hein. Donc, la Chine, confrontée aux barrières tarifaires américaines, cherche à maintenir sa production industrielle à flot. Face à une demande américaine en repli,
donc j'ai plus mes consommateurs américains, bah, je peux me réorienter vers d'autres marchés. Je peux exploiter le marché asiatique interne, hein. Chez nous, en Asie, hop, je vais exploiter déjà ce marché-là pour commencer. Mais surtout, si je veux l'Occident un peu, bah, je vais aller en Europe. C'est plus ouvert. Donc, ce qui fait que impact sur, c'est ce que je vous ai expliqué de toute manière sur le Discord. Euh, Impact sur la zone euro, donc ça, les impacts qu'il peut avoir sur la zone euro, donc influx des biens manufacturés à bas prix en provenance de la Chine. Par contre, en tant qu'Européen, moi, c'est ce que je désire, hein. Je désire avoir des prix qui baissent. Il y en a marre d'acheter certains produits à des prix hyper élevés, hein. Ça, je veux c'est personnellement déjà, si je sors du cadre finance, trading, personnellement, je veux ça. Je veux des nouvelles voitures électriques qui viennent et on n'est pas que du Tesla, on est d'autres types de voitures électriques qui viennent de Chine. Je veux qu'il y ait vraiment une entente bilatérale entre la Chine et la zone euro pour que moi, en tant que consommateur, que je puisse consommer des produits de qualité et à bas prix. Même si malheureusement, ça peut tuer euh, certaines entreprises parce que bah, du coup, certaines entreprises seront obligées de baisser leurs prix. Mais en tout cas, si la Chine se réoriente vraiment vers la zone euro, ça accentuera des pressions désinflationnistes. Donc là, le monsieur qui vend ses motos à 10 000 euros, 20 000 euros, 5, non, allez, 50 000 euros. La personne qui vend des motos à 50 000 euros, des T-Max à 50 000 euros, là, il va être obligé de baisser ses prix parce qu'il y a d'autres concurrents qui viennent de Chine avec d'autres types de T-Max qui sont peut-être pas électriques, j'en sais rien. Et il va devoir baisser ses prix. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une désinflation si vraiment il y a ces accords commerciaux entre la Chine et l'Union européenne. Donc, des forces techniques renforcent l'euro et modèrent l'inflation. Le contexte technique et géopolitique soutient une dynamique favorable à la monnaie unique. Affaiblissement du dollar. En raison des tensions des États-Unis, le flux d'investissements internationaux ralentissent, ralentissent, ce qui affaiblit le billet vert et renforce mécaniquement l'euro. D'où le fait que tu as notre euro, euro NZD, si vous regardez sa tête, euro AUD, euro GBP. Si vous regardez la tête de ces actifs-là, qui est toute cette partie de guerre commerciale, tous ces premiers épisodes, deuxième épisode, tu as des euro NZD qui sont bien hauts là-bas. On recule des prix de l'énergie aussi, donc les cours du pétrole, ils baissent. Le gaz diminue, ce qui allège la facture énergétique européenne et freine l'inflation. Allège la facture européenne, bon, ça c'est économiquement parlant, trading, etc. Mais dans la vraie vie, ma facture, elle est toujours élevée, hein. Offre abondante des biens manufacturés, une offre excédentaire, contribue à maintenir les prix bas. Si toutes ces entreprises chinoises décident du coup de se réorienter vers la zone euro, les prix vont baisser. Si toutes ces entreprises décident de venir en Europe et qu'ils vendent leurs ordinateurs, ben, les prix des ordinateurs ici vont baisser. Qui vendent des appareils photo à prix cassé, les prix de tous les appareils photo vont baisser. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant pour nous, les consommateurs. Donc, ce truc-là, si c'est bien, cette guerre commerciale, là, là, je parle politique, hein, là, on sort du cadre trading. Mais cette guerre commerciale, si vraiment les décideurs en Europe la jouent correctement, l'Union européenne peut retrouver son niveau qu'ils avaient auparavant, que l'Europe avait auparavant. L'Europe peut retrouver sa superbe si il gère bien cette histoire. Parce que Trump se met un peu contre le monde entier, donc l'Europe peut clairement, il y a une fenêtre où l'Europe peut très très bien en profiter. Pour les consommateurs, ça sera vraiment très intéressant. En réalité, même si ça va être dur au début, peut-être pour ceux qui vendent, dans les commerçants, donc consommateurs, ça va être trop bien, mais les commerçants, bon, même si au début, ça va être dur, parce que la concurrence va être rude, mais sur le long terme, ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique. Donc, les décideurs, ils doivent vraiment bien travailler, les présidents, etc., les ministres d'économie, il faut vraiment qu'ils travaillent bien pour profiter de ce moment-là. Mais bon, on verra bien. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Mais en tout cas, sur les marchés financiers, donc si on revient sur les marchés, voilà les raisons pour lesquelles l'euro est fort. Euh, Voilà pour la raison pour laquelle l'euro est fort et que du coup, la BCE, avec cette guerre commerciale, le marché anticipe directement une baisse supplémentaire de 25 points de base.
crainte de ralentissement économique lié aux tensions commerciales mondiales, maintien d'une inflation sous contrôle, parce que l'inflation, mine de rien, il baisse partout. La BCE peut baisser ses taux d'intérêt calmement. Et donc ça, c'est un soutien encore plus. Donc c'est pour ça que l'Europe, là je sors encore une fois du cadre du trading, peut très bien profiter de cette période qu'on vit actuellement pour vraiment se replacer. Parce qu'aujourd'hui, puissance mondiale, c'est les États-Unis. Après, tu vas mettre la Chine. Après, tu vas dire l'Inde. Après, tu vas dire je sais pas qui. L'Europe va être 5, 6, 7e là-bas. Mais c'est vraiment un moment où l'Europe peut se repositionner à nouveau et redevenir deuxième, troisième, gratter des places. Parce que tu auras une banque centrale qui va baisser les taux d'intérêt. Donc l'argent, faciliter à l'accès au crédit, l'argent est beaucoup plus facile d'accès. Tu as des marchandises qui arrivent, donc du commerce, on peut faire. Là, la machine, elle peut bien rouler, hein. On peut à nouveau faire du commerce. Si le pétrole, l'énergie reste bas, c'est encore très intéressant, encore plus intéressant. Tu commences à avoir un ensemble de cocktails bien gérés peut créer un gros boom de la zone euro. Bien géré. Si c'est bien géré. Mais bon, de ce que moi je vous ai enseigné, baisse de taux d'intérêt égale baisse de l'actif. Donc il faut faire attention à des petites réactions baissières, même des grosses réactions baissières. Mais pour le moment, je dirais plutôt pour le moment des petites réactions baissières sur Euro USD par exemple. Une baisse ne m'étonnerait pas à court terme. Mais bon, tant qu'on est dans guerre commerciale, etc., l'euro, et que le dollar baisse, les rendements baissent, l'euro peut être soutenu. Donc les perspectives s'améliorent pour les pays de la zone euro. Allègement des services de la dette publique. Ah oui, aussi. Euh, aussi, le problème en Europe, c'est la dette. Et la France, l'Italie, l'Espagne, moi je suis en France, donc je vais te parler de la France, se bat réellement, j'ai vu ça même ce matin, où il y avait le ministre de l'économie qui est passé sur BFM TV ce matin, qui te parlait justement de la dette, qui te parlait des plans budgétaires qu'il va avoir pour 2026, bien évidemment, toujours dans l'austérité budgétaire. Euh, donc si ça, c'est bien géré, réduction des coûts des finances pour les États, les entreprises et les ménages, stabilité financière renforcée, ça peut être positif. Pour nous, consommateurs, ça va être chiant au début, genre, tu payes plus d'impôts, tu as moins d'aide, etc. Ok, d'accord. Mais avec tout ce qu'on vient de citer depuis tout à l'heure, il y a quelque chose à faire et à profiter. Voilà concernant la zone euro. Donc, je fais un petit saut rapide sur les rendements 10 ans américains et on a une question qui a été posée en off qui est très intéressante, c'est que, d'accord, on comprend que les rendements y baissaient parce que justement on avait des attentes que Donald Trump garde sa politique budgétaire restrictive, qu'on ait des tarifs douaniers élevés partout, mais pourquoi du coup on a up ici? Est-ce qu'on a up juste parce que Donald Trump a arrêté ses tarifs douaniers et que du coup ben, ça fait l'effet inverse? Ma réponse déjà premièrement est de savoir c'est quoi ce truc. C'est ce que je disais, c'est quoi pourquoi c'est quoi les rendements? Lorsque les rendements baissent, qu'est-ce qu'on price? Lorsque les rendements augmentent, qu'est-ce qu'on price? Ça, c'est déjà enfin, là, c'est pas le 10 ans, c'est le 5 ans, mais prendre le 10 ans, hop. Ça, c'est la première question que je pose, hein. Ceux qui sont avec moi en live, n'hésitez pas à répondre. Quentin, par exemple, toi qui m'as posé la question. Qu'est-ce qu'on price quand les rendements augmentent? Qu'est-ce qu'on anticipe? Une hausse des taux d'intérêt. Une hausse de taux d'intérêt, ok. Pourquoi on peut avoir une hausse de taux d'intérêt? Parce qu'on a une inflation, parce que ceci, cela, blablabla. Ok, très bien. Lorsque les rendements baissent maintenant, qu'est-ce qu'on anticipe? Une baisse des taux d'intérêt, Une du coup. baisse des taux d'intérêt. Ok. Pourquoi, du coup, là, les rendements baissaient? On anticipait une baisse de taux d'intérêt, mais pour quelle raison? Pourquoi on se disait que la Fed va baisser ou pourquoi on se dit que la Fed va baisser les taux d'intérêt 4 fois cette année, 5 fois, bull run fin d'année pour les plus optimistes? Ralentissement économique Ralentissement économique. Pourquoi on a un ralentissement économique? Pourquoi on peut avoir un ralentissement économique? à cause des tarifs douaniers. Pardon? Par rapport aux tarifs douaniers. Par rapport aux tarifs douaniers. Ok, d'accord. Maintenant, si on fait le chemin inverse, si Donald Trump arrête les tarifs douaniers, donc, est-ce qu'on aura un ralentissement? Est-ce qu'on peut anticiper vraiment un fort ralentissement économique? Non. Non. Donc, si on n'anticipe pas un fort ralentissement économique,
Est-ce que la Banque centrale a un intérêt à baisser les taux d'intérêt en sachant que l'inflation est toujours là? Non plus. Non plus. Donc on reprend tout simplement notre histoire de base. Ça va? Ouais. On y va. Dernière des choses, rapidement passer en revue le cadre économique. Peut-être que j'ai oublié certaines choses. Je me suis que concentré sur la zone euro et les États-Unis, mais faut pas oublier qu'on a aussi des datas sur la Chine. On a beaucoup de données économiques sur la Chine, il me semble. Donc il faudra aussi regarder hein, quel impact a les tarifs douaniers, par exemple balance commerciale, c'est quelque chose qu'il faut plus négliger. Quel impact ont les tarifs douaniers sur l'économie chinoise? Il faudra regarder pas mal les données sur la Chine. Sinon, bon, lundi, t'as pas grand-chose, hein. T'as pas grand-chose à te mettre sur la dent. C'est à partir de mardi. Attention, la semaine finit jeudi. Vendredi, c'est férié. Vendredi, c'est férié. Il n'y a pas de données économiques. Donc, c'est des semaines où la semaine est finie jeudi. La semaine est finie jeudi. Donc, la journée de trading, dès demain, il faut être bien, bien réveillé. Dès demain, mardi, par exemple, il faut être très, très réveillé. Mardi en question. Donc, aussi attentif au discours. Waller, par exemple, très attentif à lui. Hein. Waller, vous connaissez déjà. Bostic, vous savez déjà aussi. Très, très attentif. Lorsque vous regardez le calendrier économique dans son entièreté, donc vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de données sur les États-Unis. Mais vous allez remarquer aussi qu'il y a pas mal de données le matin concernant GBP. GBP, il y a beaucoup de données, des données, pas des données qui servent à rien, des données importantes. Salaire ici. Rappelez-vous de ça, salaire. On a mercredi GBP IPC. Donc, il faut vraiment regarder ça, c'est très important. En fait, cette semaine, c'est GBP. GBP, tu as toutes les données économiques qui te permettront de dire que si la Banque centrale va baisser ses taux ou pas. Vous savez déjà comment on travaille sur ça pour anticiper les hausses ou les baisses de taux d'intérêt des banques centrales. Donc, je reviens juste en ordre chronologique. Donc, vendredi, on sait qu'il n'y a rien. Lundi, dès lundi, beaucoup de Chine, mais bon, on fait attention. Balance commerciale, on regarde. Discours de Waller. Mardi, Bostik. Faire attention. Harker, bon, vite fait, mais Bostik surtout. GBP, inflation en Europe, inflation en France, pardon. Inflation au Canada. Discours de Lagarde. Lagarde, elle va parler cette semaine, hein, jeudi. Décision de taux d'intérêt. Ensuite, PIB Chine. Très, très attention. Quel impact, ça, les tarifs douaniers ici. PIB Chine, vente au détail, à regarder. IPC, GBP. IPC de la zone euro, vente au détail, la seule data économique pour les États-Unis de la semaine. Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada. On s'attend à ce qu'elle. C'est 50-50. C'est 50-50. On s'attend à ce qu'elle ne réduise pas. Elle a fait, durant cette réunion, elle a fait que baisser les taux d'intérêt. C'est la réunion, on se dit qu'elle va faire une pause. Pourquoi l'objet de faire une pause? Parce que leur inflation était élevée. Et que même si encore une fois, tarifs douaniers, combat avec Trump, etc. sur ça, c'est inflationniste. Donc, vaut mieux pas baisser les taux d'intérêt tout de suite, sachant qu'ils sont à 2%. Parce que si l'inflation repart, là, tu as baissé, tu vas devoir remonter les taux. Carnage, c'est pas bon. Donc, elle va pas baisser les taux, du coup, je disais. Enfin, c'est 50-50, mais bon, là, on va pas trop baisser les taux. Attention, 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 les amis. Mercredi, pardon, tu fais ta journée, tout se passe bien, tac, tac, tac. Il y a Trump qui parle de temps en temps. Ouais, il excite un peu le marché. On est 20 heures, on est. Alors, attendez, il est où ces données économiques? Oui. Il est 18 heures, tu te dis que bon, allez, c'est fini, la journée elle est finie. Mercredi, hein, tu dis que la journée elle est finie, paf, ici, là. Fête d'Atlanta. Dormez pas sur ça. Dormez absolument pas ici. Après, il y a le discours de Jérôme Powell, mais ici, ne dormez pas ça. Parce que cette donnée économique, elle a fait très mal récemment. À chaque fois donc, c'est les attentes. Est-ce qu'on aura une récession ou pas? Est-ce qu'on aura un ralentissement économique ou pas? La dernière fois qu'ils ont sorti, c'était à moins 3,7. Les attentes concernant le PIB, moins 3,7. Ah, il y a eu moins 2,8, j'ai pas vu ça. Donc, avant que le PIB réel sorte fin du mois,
Il y aura plusieurs fois chaque semaine, chaque 2 jours, les données sur ça. Donc attention, regardons. Est-ce qu'on est toujours dans le négatif ou pas? Ou est-ce qu'on passe à 1%, à -1, voire même dans le positif? Cette donnée-là, c'est là le market mover. Parce qu'on a peur d'un ralentissement économique. Donc voilà, tu as une donnée économique concernant la croissance. Ensuite, jeudi, bon, c'est la fin de la semaine. IPC-NZD. IPC-NZD quand tu dors, évolution de l'emploi. Pour l'Australie, lorsque tu dors, taux de chômage pendant que tu dors. Tu te réveilles le matin, jeudi, tu sais que c'est la journée BCE, taux d'intérêt. Ouais, va baisser ses taux d'intérêt. Inscription hebdomadaire au chômage pour les États-Unis. Deuxième data importante. Enfin, troisième, pardon. Indice manufacturé. Et ensuite, Christine Lagarde, bam, elle baisse ses taux. Elle te fait une petite conférence de presse. Tu la regardes. Sa conférence de presse va être chiante. Elle te dit rien d'intéressant. Elle blablate un peu. Voilà, la semaine est finie. Et après, bon, là, vendredi, t'as le soir IPC, mais après, t'as plus rien. C'est férié, ça sert à rien de se battre là. Au revoir. Voilà, voilà.